Retour de la paix et de la sécurité, retour des déplacés internes, réconciliation nationale et lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Voilà les 4 priorités du gouvernement Zerbo, des priorités dévoilées lors de la présentation du discours de politique générale du Premier ministre ce 7 janvier 2022 à l'Assemblée nationale. Et puis, construction d'infrastructures routières à Wolokonto dans la Léraba. Voilà le cri de cœur des habitants de cette localité qui font face à un problème d'écoulement de leur production à cause de l'inaccessibilité des voiries. Ils interpellent donc les autorités à se pencher sur leur sort. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. Avant de développer ces titres, nous aurons en fin de journal un invité. Il s'agit de Issa Bado, coordonnateur de projet environnement. Il viendra donc nous parler, entre autres, des conclusions de la COP26 sur le climat tenue en novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Mais avant, nous vous l'annoncions hier, le Premier ministre Lassina Zerbo a fait face ce matin aux députés de l'Assemblée nationale pour présenter son discours de politique générale et ce conformément à l'article 63 de la Constitution. Le chef du gouvernement, très attendu sur la question sécuritaire, son discours comprend donc 4 axes. Lassina Zerbo et son équipe vont travailler pour un retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso et également pour le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. La réconciliation nationale et la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite sont également des priorités du gouvernement Zerbo. On écoute le Premier ministre Lassina Zerbo. Comme vous le savez, les efforts de développement entrepris par notre pays ont été ralentis par une situation sécuritaire extrêmement préoccupante. Ainsi, le changement de paradigme prôné par le président du Faso en lien avec le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, nous impose un réexamen des priorités de notre pays. Pour ce faire, les 4 grands piliers de l'action gouvernementale s'articulent comme suit. Le retour de la paix, de la sécurité et la consolidation de la résilience. Le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. La réconciliation nationale, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Monsieur le Président et honorables députés, le rétablissement de la sécurité et de la paix constitue le vœu ardent de nos chers concitoyennes et concitoyens. En effet, malgré les efforts déployés jusque-là, l'intégrité de notre territoire est mise à mal. Quand bien même des succès peuvent être comptabilisés, cette crise a aussi mis en lumière nos difficultés, ainsi que nos défaillances à plusieurs niveaux de l'État. L'état de défense et de la sécurité réclame des gestes audacieux et rapides. Et nous agirons non seulement pour permettre à nos compatriotes déplacés de rejoindre sans crainte leur localité d'origine, mais aussi pour assurer le retour à une vie économique et sociale dans les localités en vue d'en faire des zones d'opportunité et d'espérance. Pour parvenir à ce résultat, nous allons agir aussi bien sur les causes immédiates de l'insécurité que sur les causes profondes. Les départements en charge des armées et de la sécurité intérieure ont reçu les instructions pour dérouler les mesures d'urgence issues de la stratégie nationale de défense. Pour avancer rapidement dans la sécurisation du territoire, mon gouvernement engagera diligemment des mesures d'ordre à la fois stratégiques et opérationnelles pour renforcer l'efficacité de l'action militaire sur le terrain, améliorer la collaboration entre les renseignements, les FDS, les VDP et les populations, proposer des prises en charge psychologiques de nos FDS. Sur le plan stratégique, le gouvernement vous proposera la relecture des textes relatifs à l'emploi des VDP pour une meilleure structuration et une mobilisation efficiente des ressources, afin qu'ils contribuent plus efficacement à la lutte contre le terrorisme.
Le chef de file de l'opposition politique qui a écouté avec attention ce discours de politique générale a reçu hier en audience le médiateur du Faso. Fatimata Sanou est allé demander le retour de l'opposition sur la table de discussion du dialogue politique et de la réconciliation nationale en vue de l'apaisement du climat social. L'opposition politique, je vous le rappelle, avait suspendu sa participation à ces rencontres avec le gouvernement pour protester contre la crise sécuritaire qui secoue le pays depuis 2016. La requête de Fatimata Sanou n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, selon Eddie Kombego. Le cadre de concertation de l'opposition politique va dans les prochains jours réagir à cette requête. Le médiateur du Faso est le chef de file de l'opposition que vous allez entendre tout de suite. Nous avons échangé d'abord de la médiation. Comme vous le savez, c'est notre, en tout cas, activité principale. Le médiateur du Faso, chargé donc d'intercéder entre l'administration et l'administré. Mais encore au-delà donc de ces missions, la loi organique autorise donc le médiateur du Faso à se joindre à toute initiative, à la demande du président du Faso, à la demande et également du gouvernement ou de toute organisation de la société civile pour mener toute activité tendant en tout cas à l'amélioration du service public d'une part, et également nous joindre à toute médiation dans le sens donc d'améliorer les relations entre l'administration et les forces sociales. C'est à ce titre que nous avons vraiment échangé avec le chef de file de l'opposition. Nous avons fait le tour de la question, la situation actuelle et ce que le médiateur peut apporter comme en tout cas contribution pour régler. Vous savez que l'actualité aujourd'hui, c'est que le chef de file de l'opposition, vous savez, il y a le dialogue social s'est retiré et nous avons estimé qu'il serait intéressant, en tout cas dans la mesure du possible, de reprendre le dialogue. Tout ça, ça va donc dans le sens de l'apaisement du climat social. Et nous avons échangé sur les questions du médiateur du Faso. Elle nous a remis la loi organique qui organise le médiateur du Faso. Elle nous a également remis un dépliant pour voir les procédures de saisine. Nous allons en parler avec le cadre de concertation de l'opposition tout entière. Nous avons également reçu une requête, un plaidoyer pour que le CFOP puisse reprendre la suspension, reprendre son contact avec le gouvernement parce que nous avions suspendu lorsque nous avons constaté qu'il y avait des attaques, beaucoup d'attaques. On ne voyait pas une réaction à la hauteur du gouvernement. Mais écoutez, il faut avancer. C'est un dossier assez complexe. Nous avons eu une oreille attentive et le cadre de concertation, le chef de file de l'opposition, va certainement réagir par une déclaration dans les jours à venir. Donc restez à l'écoute. Aux dernières nouvelles, cette visite du médiateur du Faso a porté des fruits. Les partis politiques, membres du cadre de concertation réunis autour du chef de file de l'opposition politique, ont décidé de lever la suspension de sa participation aux instances gouvernementales, notamment le dialogue politique. Par ailleurs, dans un communiqué publié ce 7 janvier, le CFOP annonce qu'il va effectuer une sortie terrain dans la province du San-Mantenga pour toucher du doigt les réalités des déplacés internes. Bref, pour continuer, le gouvernement de la région du Centre-Nord, dans un communiqué publié ce 7 janvier 2022, nous apprend que le 5 janvier dernier, des individus armés non identifiés ont mené une attaque armée dans le village de Ankuna, dans la commune de Pensa, province du San-Mantenga. Le bilan de cette attaque fait état de 11 civils tués et 1 blessé. Plusieurs hangars du marché ont été incendiés. Et c'est pour justement venir à bout de ces attaques terroristes à répétition que les autorités coutumières et religieuses du pays ont initié une journée de prière pour le retour de la paix au Burkina Faso. Convaincus de la puissance des versets des livres saints et des sacrifices, ils se sont retrouvés à Nobéré dans le Zunwego où ils ont imploré Allah et les ancêtres pour un changement de la situation sécuritaire devenue inquiétante. L'ambiance avec Abdou Aziz Saré.
Les cheikhs et imams sont déjà installés. Les chefs coutumiers, eux, font maintenant leur entrée dans la place Watinoma de Nobéré dans le Zunduego. C'est une rencontre de deux religions, l'islam et l'animisme. Objectif, prier pour le Burkina Faso en proie à des attaques terroristes depuis plusieurs années. Chacune des religions y va de ses bénédictions et prières pour le retour de la paix et la stabilité. À l'unisson, nous avons lu le Saint-Coran 3 fois. Puis, nous avons demandé à Allah d'avoir pitié de nous et de ramener la paix au Burkina Faso. Cette rencontre de prière est une initiative de El Hadj Issouf Compaoré, opérateur économique et fils de Nobéré. C'est le bon Dieu qui m'a donné cette volonté de contribuer au retour de la paix et de la cohésion au Burkina Faso. À travers des prières, nous avons foi que la paix reviendra dans notre pays. Les musulmans demandent à l'être suprême d'exaucer leurs prières. Nous osons croire qu'au nom du Saint-Coran et de nos ancêtres, nos vœux seront exaucés et la quiétude reviendra au Burkina Faso. Je voudrais louer l'initiative de notre jeune frère. Moi, je pourrais dire que c'est mon fils de la localité. Il a pris une initiative qui est salvatrice pour nous en ce moment où nous vivons des moments très très difficiles. Ce n'est pas la commune de Nobreux seulement, c'est tout le Burkina Faso. Il a pris une très bonne initiative en appelant les gens de sa confession religieuse pour venir, pour que les gens prient ensemble et demander au Seigneur d'apaiser les cœurs, de nous ramener la paix dans le pays. Cette cérémonie n'est que le début d'une série de prières selon les initiateurs. Après Nobéré, les guides religieux se donnent rendez-vous à Ouagadougou pour le même exercice spirituel. Dans le reste de l'actualité, il a été nommé mercredi dernier en Conseil des ministres. Dieudonné Ouattara, précédemment contrôleur général de police, prend les rênes de la police nationale. Il remplace à ce poste Jean-Bosco Kienou. La passation de charge entre les directeurs généraux entrants et sortants a eu lieu ce matin, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il recevra officiellement son bâton de commandement le 12 janvier prochain. On en vient au grand format de ce 13h consacré au cri de cœur des habitants de Wolokonto dans la Léraba. Des habitants qui produisent, vous allez le voir, de l'anacade et de l'hibiscus rouge, communément appelé bissap. Mais le manque et l'inaccessibilité des voiries dans cette localité empêchent l'écoulement de leur production. Ils interpellent donc le gouvernement à se pencher sur leur sort, mais en attendant une éventuelle réaction des autorités, les populations s'organisent comme elles peuvent pour rallier les différents villages. Cédric Wilfried Mabiou. Situé dans la province de la Léraba, dans la région des Cascades, Wolokonto est une commune rurale dont les productions agricoles, à savoir l'anacade et l'hibiscus rouge, entre autres, assurent des revenus importants aux populations. En 2019, près de 40 tonnes de bissap séchés ont été produits dans le seul village de Malon par la coopérative des productrices de bissap pour une vente estimée à plus de 14 millions de francs CFA. Nous cultivons avec les femmes du village le bissap. Ensuite, nous le revendons à des partenaires ou à des particuliers. Mais c'est très difficile présentement car avec l'état de la route, nous n'arrivons pas à écouler nos produits. Malheureusement, les populations agricoles de Wolokonto sont confrontées à des difficultés d'ordre sanitaire et infrastructurel. Pour la campagne de 2020, la vente du bissap a chuté en raison de la pandémie à coronavirus. Le prix du kilogramme est passé de 750 francs à 650, entraînant une mévente de la production de la coopérative de 14 millions à 2 millions de francs CFA.
À ce défi sanitaire s'ajoute la question de la route qui relie les villages de la commune, à savoir Malon et Diamant, longue d'une trentaine de kilomètres à partir de Wolokonto. En effet, l'état très défectueux de cette route empêche considérablement les acheteurs de se rendre dans ces localités. En saison pluvieuse, ces villages sont inaccessibles. Débiter des promesses politiques de réfection de leurs voies construites depuis 1999 par l'État et réfectionnées seulement en 2010, les habitants des villages de Wolokonto mutualisent leurs efforts afin de permettre à la localité d'être plus accessible, et ce, depuis l'an 2013. C'est une voie principale qui relie les deux villages. Bon, sans cette voie-là, en tout cas, le village est fermé. On ne peut pas accéder à un autre village. Donc, c'est ce qui nous a permis, en tout cas, de revoir cette voie-là, que ça soit praticable. Et chaque année, c'est les mêmes activités qu'on mène pour période de récolte, pour pouvoir, en tout cas, faire sortir nos récoltes en vente. La méthode de travail de ces jeunes est d'utiliser des blocs de pierre qui sont déversés sur la route afin d'être couverts par la suite de sable. Et le résultat est impressionnant. On a mis, même tout ici, là, c'est rempli de bidons et puis mais comme ici, là, il n'y a pas de véhicule qui est passé là-dessus. C'est resté là. Et s'il pleut là, ça va c'est d'emblée. Conscient que cette solution n'est que temporaire, les jeunes des villages de la commune de Wolokonto attendent mener des plaidoyers auprès de certains partenaires afin de résoudre définitivement cette épineuse question de la route. Zakaria Ouedraogo dit Oza est un artiste peintre burkinabé qui a décidé de partager son savoir-faire avec des femmes concasseuses. L'idée étant de leur permettre de découvrir la peinture et pourquoi pas embrasser le métier d'artiste peintre. À travers les formations, elles ont appris à dessiner et avec le maître, ils ont réussi à réaliser 20 tableaux dont 10 ont été exposés à la carrière de Pissi. Allons à la découverte de ces œuvres d'art avec nos confrères du studio Yafa. J'ai visité ce site plusieurs fois et j'ai trouvé que ce site a une vie très dure, très difficile par rapport à les mamans et les enfants. Je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas venir travailler avec ces mamans-là, partager mon expérience avec eux et puis les donner une opportunité et une nouvelle vie aussi, peut-être qui va les permettre de travailler. Voilà, pas forcément taper le caillou, mais l'art aussi peut les permettre de vivre. Les mamans étalent la couleur qu'elles veulent, ils composent l'œuvre comme ils se sentent et moi je viens, je les accompagne toujours. Premièrement, je suis venu pour une résidence. Voilà, les apprendre comment dessiner et après le dessin, les apprendre comment faire la peinture, comment mélanger les couleurs et après maintenant, on a entamé la réalisation des œuvres. Le titre de cette œuvre, c'est les porteuses. À chaque fois quand ils finissent de casser, s'il y a quelqu'un qui les achète ou bien c'est eux-mêmes qui veulent les rassembler, ils sont obligés de les porter pour venir essayer de les rassembler. Des mamans qui ont peint cette toile m'ont dit que comme elles, c'est des femmes battantes, ils arrivent à s'en sortir dans ce qu'ils font. Et ils pensent qu'une femme battante doit avoir le courage de payer un foulard de 5 000 pour porter. Donc ils ont dit qu'il y a un foulard où le prix est à 5 000. Voilà. Je ne suis pas femme, c'est une dédicace de maman, donc ils ont mis le nom comme ça, 5 000 et rien. Au total, on a réalisé 20 tableaux. Les 10 sont réalisés sur place ici. Et moi, j'ai pris 10 œuvres complétées proprement sans les dames.
La suite de cette expédition, c'est de permettre les œuvres, si on arrive à les vendre, et permettre aussi de donner quelque chose à les mamans, là, les permettre d'avoir quelque chose, d'avoir du vivre, d'avoir de l'argent. Moi, mon idée, c'est ça. On en vient à la page entretien de ce 13h. Je vous le disais tantôt, je reçois pour vous M. Issa Bado. Il est coordonnateur de projet à l'Organisation internationale. Bonjour M. Bado et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, je vous remercie pour cette invitation. Alors vous avez participé en novembre dernier à la COP26 tenue à Glasgow en Écosse. Est-ce que vous pouvez revenir sur les conclusions de cette importante rencontre sur le climat? Alors cette 26e conférence des Nations Unies sur le climat était un rendez-vous important pour la communauté internationale. En dépit du contexte international marqué par la COVID-19, ça a été l'occasion pour les États du monde de marquer leur engagement à lutter contre les changements climatiques comme étant un enjeu important de développement. Et pour revenir un peu sur ce qui a été, on va dire, les grandes conclusions de cette conférence, il s'est agi dans un premier temps pour les pays de revoir à la hausse leurs ambitions en termes de réduction des émissions. On va dire les émissions de gaz à effet de serre, on parle de dioxyde de carbone qui sont les principaux responsables de ces changements climatiques. Et nous avons eu au total 151 pays qui ont renouvelé des engagements à la hausse. Nous avions beaucoup d'attentes en matière de mobilisation de financement. Et ça fait partie par exemple des attentes les plus importantes des pays en développement. Et là-dessus, oui, il y a eu quelques avancées, des engagements notamment pour soutenir les questions d'adaptation sont des priorités pour certains des pays. Et là-dessus, il reste encore beaucoup de choses à faire parce qu'il y avait des promesses, notamment des pays développés, pour mobiliser 100 milliards de dollars par an. Et selon les observateurs, nous sommes en deçà de ces chiffres et nous attendons donc que les prochaines années, on va dire des engagements plus importants soient pris dans ce sens. Un autre point important, c'est justement comment renouveler la confiance entre les États. Une confiance, nous parlons des questions de développement et sur la question, et vous savez, lutter contre les changements climatiques, c'est revoir notre trajectoire de développement. Et là-dessus, les pays sont engagés à renforcer la coopération entre les États, que ce soit la coopération entre les pays développés ou la coopération entre pays en développement et pays développés. Maintenant, parlant de priorités, quelles sont donc les priorités en matière de changement climatique pour l'Afrique, notre continent? Alors, c'est une question très pertinente parce que notre continent, on va le dire sans être le plus grand responsable des émissions de gaz à effet de serre, est quand même, on va dire, la plus grande victime, la plus vulnérable des effets des changements climatiques. Et vous le voyez à travers nos pays, particulièrement les pays du Sahel ou les pays côtiers, nous avons des effets qui se manifestent en termes d'impact sur la pluviométrie. Je prends l'exemple du Burkina Faso, c'est 80% de la population qui dépend de l'agriculture et de l'élevage. Vous avez écouté le Premier ministre ce matin dans son adresse à la nation qui a mentionné justement ce que je dirais, ce qu'il a qualifié comme étant des conséquences dramatiques sur les moyens de subsistance de nos populations. Et ça, c'est la situation de la généralité de l'Afrique. Donc, c'est beaucoup d'effets des changements climatiques. C'est une aggravation de la pauvreté, c'est beaucoup de vulnérabilité. C'est l'aggravation de la situation, on va dire, des inégalités entre les populations. Et donc, la priorité de l'Afrique à ces négociations, c'était d'abord la question de la disponibilité des financements. C'est aussi la question des capacités du transfert des technologies. C'est aussi la question de la prise en charge de ce qu'on appelle les pertes et préjudices. Si vous voulez bien, avant donc de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, de pouvoir renforcer les capacités d'adaptation, l'Afrique subit déjà, on va dire, des préjudices très importants. Et là-dessus... quels sont ces préjudices-là? Des préjudices très importants, oui, mais est-ce que... Ces préjudices, c'est bien sûr, comme je le mentionnais tout à l'heure, sur la question de l'agriculture. Aujourd'hui, vous avez vu, beaucoup de terres sont de plus en plus dégradées. Nous parlons aussi de l'agriculture. Les populations ont besoin de stabilisation des précipitations. Ils ont besoin de plus d'eau. J'ai entendu ce matin des députés indiquer que les barrages sont taris. Donc aujourd'hui, ce sont des préjudices importants parce que les populations dépendent des récoltes agricoles. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'apporter des solutions en termes de résilience climatique, en termes de résilience agricole. Donc, pour l'Afrique, une des priorités, c'est justement renforcer cette résilience, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'élevage. C'est également renforcer
ces écosystèmes. Ce sont ces écosystèmes-là qui vont nous aider à supporter les effets que nous subissons, que ce soit sur nos efforts de développement. C'est également inventer une nouvelle approche en termes de renforcement, on va dire, de nos infrastructures qui sont impactées par ces changements climatiques. C'est aussi penser aujourd'hui notre développement, notre approche d'industrialisation avec, on va dire, une priorisation sur les énergies renouvelables. Maintenant, quand on parle de biodiversité, quelle peut être la place de la biodiversité pour faire face un peu à ce changement climatique-là? Alors, vous avez, je prends un pays comme le Burkina Faso, la biodiversité, c'est tout ce qui nous entoure, c'est nos ressources naturelles, ce sont les richesses de notre nature. Et là-dessus, de façon incontestable, la biodiversité a un rôle important parce que si nous prenons les axes, on va dire les options de réduction des émissions, les options de lutte contre les changements climatiques, la biodiversité va jouer un rôle au Burkina Faso, par exemple à travers la lutte contre la déforestation, comment nous faisons tout pour donner à notre nature les moyens de nous aider à séquestrer naturellement le carbone. C'est pour cela que, on va dire, la biodiversité doit être placée comme étant une des priorités, c'est-à-dire comment sauver les ressources de notre nature, donner à notre nature les moyens de pouvoir nous aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à pouvoir aider nos populations aussi à continuer à garder leurs moyens de subsistance. Donc la biodiversité, c'est, si vous voulez bien, une solution importante pour lutter contre ces effets des changements climatiques. Mais est-ce qu'il y a-t-il un lien entre la biodiversité et les maladies infectieuses aujourd'hui? Oui, il faut le dire, la perte croissante de la biodiversité qui est observée à travers le monde, de plus en plus des espèces sont allées établir des liens entre cette perte de la biodiversité et c'est un phénomène qui se produit. Sur le plan des changements climatiques, des effets, vous avez vu par exemple en Afrique, il a été constaté quelques maladies infectieuses qui n'avaient pas existé avant l'apparition des changements climatiques. Ce qui est notable par exemple, hein, l'impact des changements climatiques sur les habitats, que ce soit de la faune ou de la flore, a révélé qu'après ce phénomène-là, par exemple, de nouvelles maladies sont apparues, des maladies qu'on a pu qualifier souvent de maladies tropicales. Mais sur la question plus particulière de la Covid, par exemple, c'est une maladie, je dis par exemple, des experts ont souligné que, oui, effectivement, il y aurait pu une atteinte à un animal. Certains ont cité le pangolin, d'autres ont cité la chauve-souris, et qu'il y a eu une transmission entre ces animaux-là et des hommes, et qu'ensuite la maladie ait pu se répandre à partir de certains pays. Oui, les études continuent là-dessus, mais ce qui est sûr, les atteintes de l'homme sur les ressources de la biodiversité peuvent avoir des effets négatifs sur la qualité de notre santé, sur la qualité de notre développement. Et que peut-on retenir des négociations en cours dans le cadre mondial pour la biodiversité? Alors, c'est un point important parce que non seulement il faut penser la biodiversité comme une solution pour les changements climatiques, mais il est indéniable que la biodiversité, ça fait partie de notre quotidien, que ce soit dans nos villages ou dans nos villes, nous avons besoin des ressources de la biodiversité pour vivre. Et c'est pour cela que, constatant qu'il y a un déclin, c'est-à-dire une diminution, une rareté de ces ressources, la communauté internationale se mobilise pour arrêter des grandes lignes, des orientations sur la façon de gérer, de sorte à ne pas avoir une rupture dans le futur, de sorte à nous donner tous les moyens de construire durablement notre développement. Et c'est pour cela qu'il y a depuis 2018 des discussions depuis Sharm el-Sheikh sur l'adoption d'un cadre mondial pour la biodiversité. Et ce cadre-là voudrait mettre l'accent, par exemple, sur la préservation des aires protégées, sur la restauration des écosystèmes, sur la coopération entre les États. Et là-dessus, il y a eu des négociations qui ont eu lieu en 2021, mais qui devraient culminer vers le mois de mai prochain, vers un accord international dans ce sens. Mais en attendant d'avoir ces conclusions-là, est-ce que vous pouvez revenir sur l'action de la francophonie pour le climat, la biodiversité et la désertification? Je vous remercie. La francophonie a un rôle de facilitateur. C'est un rôle qui est très sollicité par l'ensemble des États et gouvernements, comme vous le savez. C'est un travail qui est fait à l'international et dans ce processus qui se passe quasiment, on va dire, entièrement en anglais, nous venons pour aider les États francophones dans un
premier temps à prendre les décisions importantes, à faire remonter les priorités dans les instances internationales de prise de décision. Et là, en ce sens, il faut aider les pays à maîtriser les enjeux de ces négociations au niveau international. Il faut les aider à faire porter à ces instances internationales ce qui est priorité en termes d'atténuation, ce qui est priorité en termes d'adaptation. Et ce que nous allons faire également de plus en plus, c'est rendre visible ce que nos États francophones font au niveau des instances internationales, parce que sur la question de la mobilisation des ressources, c'est important que les bailleurs de fonds voient ce que font, par exemple, les pays comme le Burkina Faso. Comment justement rendre visibles ces actions-là? Est-ce qu'il y a des stratégies déjà qui ont été mises en place? Oui, des stratégies dans le sens, par exemple, que la francophonie a depuis 2015, nous mettons en place ce que nous appelons le pavillon de la francophonie. Nous avons mis en place, nous avons développé depuis cette année ce que nous appelons le e-pavillon numérique, qui est un cadre qui a permis, par exemple, en 2021, lors de la COP 26, de rendre visible près de 60 initiatives des États et gouvernements francophones. Et je voudrais surtout mettre l'accent sur la question de la mobilisation des ressources, pour laquelle la francophonie va jouer un rôle important. Et nous soutenons plusieurs États francophones en matière d'accès à la finance climat auprès des mécanismes internationaux comme le Fonds vert climat, le Fonds d'adaptation. Et cette année, par exemple, nous avons la bonne nouvelle pour le Bénin et pour Haïti, qui viennent d'avoir leur NES, c'est-à-dire leur programme d'appui préparatoire validé. Et ces programmes-là ont été portés entièrement par la francophonie. Et dans un autre axe, de façon concrète, nous soutenons des initiatives au niveau local qui se traduisent par exemple par le soutien, on va dire, à la résilience climatique des populations vulnérables, qui sont les femmes et les jeunes. Et dans ce sens, nous avons soutenu beaucoup de projets, que ce soit des projets dans le domaine de l'agriculture, de l'adaptation, on va dire, de l'élevage, ou encore dans d'autres domaines, et qui profitent à beaucoup de jeunes, à des organisations locales portées entièrement par des jeunes et des femmes. Nous soutenons également des projets de coopération, de partage de bonnes pratiques entre les États francophones. Voilà, merci M. Bado, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que je recevais pour vous M. Issa Bado. Avec lui, il a été question des conclusions de la COP26 sur le climat et de la biodiversité, entre autres. Donc, merci d'être placé sur ce plateau. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, et à demain pour d'autres actualités. Excellent suite de programme sur BF1.